Cela fait désormais plus d'un mois que la guerre fait rage en Iran, depuis le début des bombardements israélo-américains sur la capitale Téhéran. La guerre a entraîné dans son sillage le reste de la région, des pays du Golfe jusqu'au Liban. Au cœur des inquiétudes dernièrement, le blocage du détroit d'Ormuz, son impact sur le cours du baril de pétrole qui explose et ses répercussions sur le prix du carburant dans les stations françaises. Mais ce dont on parle moins, ce sont les conséquences environnementales de ces bombardements à répétition et des frappes sur les infrastructures énergétiques des pays en conflit. C'est le sujet de notre second entretien d'actualité avec Anne Sénéquier, chercheuse à l'IRIS et co-directrice de l'Observatoire mondial de la santé. Anne Sénéquier, bonsoir. Bonsoir Damien. Merci d'être avec nous. Donc, je précise, vous êtes chercheuse santé, environnement et climat à l'IRIS. Oui. Quand on parle des conséquences environnementales des conflits, on parle de quoi concrètement ? Eh bien, on parle de tout ce qui passe un petit peu sous les radars, la pollution engendrée et par les incendies et par les destructions des bâtiments ou des réserves d'hydrocarbures. Donc, en fait, cette pollution, elle est multiple. On va avoir sur le niveau atmosphérique, bien sûr, on l'a vu avec ces énormes panaches de fumée qui transportent du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, des formaldéhydes, des benzènes, toutes ces grosses particules noires que l'on voit qui vont pouvoir aussi revenir au niveau du sol par les pluies acides dont on a parlé également. Et ce sol, il va être imprégné de ces pollutions par ces pluies et ces retombées, mais aussi par les déversements justement de ces pollutions industrielles et des pollutions des hydrocarbures qui vont pouvoir venir s'infiltrer dans le sol et venir aller jusqu'à rejoindre les nappes phréatiques, les cours d'eau. Donc en fait, on a cette pollution multiple qui est l'air, le sol, l'eau, et finalement, c'est un petit peu le substrat de la vie, j'ai envie de dire, parce que les contraintes de notre humanité, c'est un air pour respirer, une eau potable et un sol qui nous nourrit. Et là, aujourd'hui, cette pollution, ici et maintenant, elle est véritablement problématique pour les populations locales, et c'est le temps de guerre, c'est la destruction, mais bon, là, c'est avéré. Mais la problématique, c'est que ça questionne aussi l'après-conflit, parce que ces pollutions-là, malheureusement, elles sont très difficilement résolvable. Vous avez écrit un article consacré à ce sujet où vous parlez aussi du risque de marée noire. Oui, alors ce petit terrain d'eau entre l'Iran et la péninsule arabique, c'est une mer fermée, cette mer du Golfe, où effectivement les écosystèmes, comme tout espace fermé, sont très spécifiques à leur environnement et le moindre changement dans l'écosystème peut être problématique. On l'a vu, il y a énormément de transports d'hydrocarbures, de gaz. Donc, ne serait-ce que le va-et-vient de ces bateaux, de ces tankers, de manière usuelle, crée déjà une pollution. Donc, on a déjà une vulnérabilité importante sur cet écosystème quasi fermé, parce que la géographie fait que les eaux se renouvellent pas vraiment très rapidement. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, le risque de marée noire, en ciblant ces bateaux qui transportent les hydrocarbures, eh bien, a cette possibilité d'aller impacter sur l'écosystème marin qui est véritablement d'une biodiversité très spécifique, mais aussi venir s'échouer sur les côtes et générer aussi des problématiques sur l'industrie de pêche locale et effectivement avoir une pollution sur le long terme. On parle des conséquences environnementales, mais quelles sont les conséquences pour les populations civiles, justement, de ces destructions des infrastructures énergétiques et de ces externalités négatives sur les environnements ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ces pollutions environnementales, de toute façon, elles vont toucher à un moment donné ce que moi j'appelle les limites sanitaires, c'est-à-dire notre limite sanitaire, parce que cet air pollué, eh bien, nous le respirons et on n'est pas fait pour respirer du CO2, des benzyles et du dioxyde de soufre. On est fait pour respirer des choses un peu plus saines. Et donc, toutes ces grosses particules vont être arrêtées par les poumons. Donc, ça fait office de filtre. Donc, déjà, on a tous changé un filtre à un moment donné dans notre vie, ne serait-ce que celui de l'aspirateur. On voit bien qu'à un moment donné, il commence à être bien noir et moins souple. Et la problématique, c'est que les poumons ont besoin d'être souples, justement, pour permettre la respiration. Donc, vous avez une atteinte respiratoire évidente, mais toutes ces particules fines qui accompagnent cette pollution et qui ne sont pas arrêtées, justement, par les poumons, vont se diffuser à travers la circulation sanguine, à travers justement jusqu'au système cardiovasculaire, au système nerveux.
tout va être impacté, le système immunitaire, le système digestif. Donc, en fait, à partir d'une pollution, on va dire, unique au niveau atmosphérique, on va pouvoir avoir un impact sanitaire très important. Et la problématique, c'est la temporalité. Il y a un ici et maintenant. Et là, bien sûr, ça va être les grosses particules qui gênent la respiration véritablement. On va parler de bronchites chroniques qui vont se décompenser, de crises d'asthme qui vont être déclenchées plus facilement, d'allergies aussi, parce qu'on est aussi sur une situation où il y a déjà une vulnérabilité. Téhéran, c'est une ville un peu comme Grenoble, c'est entouré de montagnes, un peu dans une cuvette, donc la pollution de l'air a du mal à être libérée de cette enclave géographique. Donc on a une population qui a déjà une qualité de l'air médiocre, et donc on a déjà cette irritation des poumons de manière chronique. Donc vous avez déjà une vulnérabilité intrinsèque sur laquelle on va rajouter un problème préalable. Et ça, c'est juste le côté de la pollution de l'air. Lorsqu'on va arriver sur les pollutions des sols, à travers les métaux lourds, à travers les destructions des bâtiments, même sans parler d'hydrocarbures, on a le risque que ces pollutions-là, à travers et le cycle de l'eau et la pollution des sols, venir réintégrer la chaîne alimentaire et du coup pouvoir empoisonner littéralement des générations sur des décennies. Et c'est là où c'est perfide, en fait, parce que en fait, on remet en cause véritablement l'habitabilité de certaines régions parce qu'on ne peut plus se nourrir. Pareil sur le cycle de l'eau. Et malheureusement, en Iran, il y a cette vulnérabilité aussi intrinsèque des cycles de l'eau. Il y a eu une surexploitation des nappes phréatiques pendant des décennies, une mauvaise irrigation de l'agriculture qui a fait que, en fait, on ne s'est pas saisi de cette problématique de l'eau. On a toujours continué à irriguer ces cultures qui étaient très demandeuses en eau. Et là, en plus, manque de chance, on se rajoute le changement climatique par-dessus. Donc, on a 4 années de sécheresse qui viennent se surajouter. Donc, véritablement, l'eau en Iran, c'est un sujet très sensible. Alors, vous parliez un petit peu aussi de la pollution des sols. Il me semble que c'est le cas aussi dans la bande de Gaza où il y a énormément d'immeubles, etc., qui ont été détruits. Oui, à partir du moment où vous rasez quasiment une région, j'ai envie de dire, tout ce qui est dans le bâti, en fait, va se retrouver déversé sur les sols parce qu'il va pleuvoir. Ça va un peu percoler l'eau qui va tomber dans ces débris. Vous avez l'amiante, vous avez le plomb, vous avez tous ces métaux-là, finalement, qui vont se retrouver à un moment donné dans le sol et qui va complexifier l'après, parce qu'en fait, on sait très mal dépolluer les sols. En fait, généralement, ce qu'on fait, on prend le bulldozer, on pousse et on remet de la terre par-dessus, mais c'est pas véritablement une dépollution. Ce week-end, il y a eu de nombreuses frappes sur des sites de production de missiles qui ont été effectuées. J'imagine aussi que ces frappes sur des sites où il y a des matières polluantes nocives pour l'homme qui sont manipulées, c'est aussi une catastrophe a posteriori oui, environnementale. Toute industrie, finalement, utilise généralement de la chimie ou des métaux particuliers. À partir du moment où il va y avoir un bombardement sur ces facilités-là, eh bien, on risque d'avoir une déperdition de ces matériaux qui vont se retrouver soit dans le sol, soit dans l'eau. Et là, on a véritablement une palette des possibles infinie, j'ai envie de dire, des PFAS, des métaux lourds, des plastiques, des produits chimiques corrosifs. L'éventail des possibles est très, très large. Et comment est-ce que vous mesurez concrètement ces conséquences? Quels outils on a à disposition? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était ça un petit peu le problème. C'est que quand on n'a pas de données, finalement, il n'y a pas de problème puisqu'on n'a pas de quoi s'appuyer. On a depuis quelques années et quelques décennies développé justement toute une industrie satellitaire qui permet d'observer la Terre depuis l'espace et de la monitorer, notamment vis-à-vis de ses limites planétaires, le climat, les océans, l'environnement. Et l'Union européenne a mis en place ce programme Copernicus, dont un des satellites va aller spécifiquement monitorer la teneur en certains gaz de l'atmosphère. Ça permet aussi d'identifier les débuts de feux de forêt dont on parle assez souvent pendant l'été. Et bien là, ça sert aussi effectivement à mettre en évidence les déperditions de SO2, de NO2, de CO2, enfin toutes ces pollutions-là que l'on peut quasiment monitorer en temps réel. Donc ça nous permet aussi d'identifier véritablement ces pollutions atmosphériques plus simplement
Pour les pollutions des sols et les pollutions des eaux, eh bien, ça va être du captage in situ. Et c'est là où c'est particulier parce que finalement, les bassins versants vont pouvoir... une même pollution qui va arriver peut se diffuser dans un territoire très spécifique et la vallée d'à côté n'est pas touchée. Donc il faut véritablement aller sur le terrain. Et là arrive toute la problématique finalement des zones de conflit parce que c'est compliqué d'envoyer quelqu'un pour faire ce genre de prélèvement. Mais de manière usuelle, c'est beaucoup les organismes aussi de l'ONU qui se chargent de ça. L'OMS a pour vocation aussi de répertorier la qualité de l'air dans les villes pour justement essayer de faire avancer les choses. J'imagine que parfois, du coup, il y a un manque de données qui n'ont pas pu être récoltées. Il y a un manque de données, effectivement, sur les données nationales de l'Iran depuis l'été 2025 vis-à-vis de l'air. Pour le sol et l'eau, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes problématiques également. Derrière l'enjeu donc de cette pollution des sols, il y a un enjeu tout autour de l'eau aussi. Vous en avez parlé un petit peu en Iran. C'est aussi le cas au sud du Liban. Dans un article publié sur le Média Vert, Wassim Daher, directeur général de l'établissement des eaux du Liban Sud, explique, je cite, que tout a été détruit, puis stations de pompage, réservoirs et réseaux d'eau. Est-ce que ça relève de la même logique? Est-ce qu'en fait on n'assiste pas aussi à une forme de guerre de l'eau où d'un côté on avait donc les conséquences environnementales de bombardements, etc. Et est-ce qu'en fait ces bombardements, ils n'ont pas une visée vraiment stratégique? On se dit maintenant c'est un aspect de la guerre d'aller viser en particulier ces sites-là. Je pense que ça l'a globalement toujours plus ou moins été. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de nier, de leur prêter cette naïveté, de se dire qu'ils ne savent pas que ça sous-tend la soutenabilité des populations sur place, au-delà justement de la réponse militaire. Donc on a des points névralgiques aujourd'hui qui sont clairement visés. Est-ce qu'ils sont visés pour leur caractère polluant? Pas forcément. Je pense qu'ils sont visés véritablement pour être problématiques chez l'adversaire. Et aujourd'hui, on a besoin de quoi concrètement? D'énergie, parce que l'énergie est nécessaire à l'eau, l'énergie est nécessaire à l'air, les climatisations, les pompes d'eau, la filtration. Dans la région, on a aussi beaucoup d'usines de dessalement de l'eau, mais qui sont très énergivores. Donc, vous ciblez l'eau et vous ciblez aussi l'énergie. Définitivement, vous mettez l'adversaire dans une position intenable, parce que concrètement... Je rebondis sur la question des usines de dessalement, parce qu'il me semble que, par exemple, au Koweït, c'est quasiment 90% de la production qui dépend de ces usines de dessalement. Oui, le Moyen-Orient est une de ces régions du monde, véritablement la région du monde, je pense qu'on peut le dire, la plus vulnérable sur la situation de l'eau. Et effectivement, on a eu des régions qui n'ont pas de grands fleuves qui leur permet de tenir tout au long de l'année et sur des années. On a eu cette problématique aussi que jusqu'à présent, on a considéré l'eau comme une quantité et pas comme un cycle. Donc en fait, à travers toutes les grandes infrastructures, les barrages, les captations, les pompages et compagnie, en fait, on a toujours essayé de chercher toujours plus, sauf qu'aujourd'hui, ce cycle de l'eau est véritablement en faillite. Et il y a un rapport de l'ONU Water qui est sorti il n'y a pas plus longtemps qu'en janvier dernier pour dire qu'effectivement, notre façon de gérer l'eau était problématique. Et dans ces régions désertiques, disons-le, eh bien, en fait, la solution qui a été trouvée, c'est de pouvoir dessaler de l'eau de mer. C'est efficace, mais c'est très énergivore. Et du coup, pour avoir de l'eau, on a besoin d'énergie. Vous parliez un petit peu de cette importance stratégique de l'eau. D'ailleurs, je crois que c'est également le cas aussi entre l'Égypte et l'Éthiopie, où il y a souvent des tensions autour du Nil, qui est une source majeure d'approvisionnement. Oui, mais alors là, j'ai envie de dire que c'est quasiment aussi vieux que l'humanité. Donc, il y a un énorme barrage qui a été fait par l'Éthiopie. Il y a aujourd'hui, justement, comme on a parlé de l'OMS qui s'occupe de la santé, toutes ces grandes entités, eh bien, autour de l'eau, finalement, étonnamment, il n'y a pas d'entité de gouvernance de l'eau. Tout est plutôt fragmenté et fractionné en fonction des bassins versants. On a essayé de faire des conventions pour essayer d'éviter qu'il y ait des nations
population dominante sur les grands fleuves. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, finalement, l'Éthiopie s'est servie d'une faille du droit pour pouvoir construire sans trop concerter les autres pays en aval. C'est-à-dire qu'elle a commencé par construire des turbines, puis elle a commencé à mettre en eau le barrage. Et puis maintenant, il est construit ce barrage. Donc il est peut-être temps de poser la question comment s'organiser avec les pays en aval. Donc on a énormément aujourd'hui de travail à faire sur la gouvernance de l'eau, et le véritable point qui complexifie les choses, c'est que l'eau a été considérée comme faisant partie de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que pour faire fonctionner mon pays, j'ai besoin de garantir une réserve d'eau, et penser l'eau en tant que cycle, c'est-à-dire comment elle est au niveau naturel, eh bien ça veut dire accepter de partager avec le voisin. Et ça, bien souvent, on n'a pas envie. Dernière question pour finir. Là, en ce moment, on parle donc de la guerre en Iran, donc forcément, on parle des conséquences environnementales de cette guerre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de grandes pollutions environnementales liées à des conflits dans l'histoire ? Oui, le plus simple, ou celui qui me vient le plus rapidement en tête, c'est la guerre du Vietnam avec l'agent orange qui a été déversé justement dans les zones forestières pour justement aller retrouver les opposants. Donc c'est une pollution qui a encore des impacts sanitaires aujourd'hui, 50 ans après. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de cette temporalité, parce que, là, c'est le Vietnam, et on a l'Ukraine, on a Gaza, on a l'Iran, dans une région quand même assez proche. Et à un moment donné, on peut dire, ce sont des conflits localisés, mais tout fonctionne par cycle, comme on le disait tout à l'heure, pour l'eau, pour la biodiversité, pour le climat. On n'a pas évoqué l'impact sur le climat de ces problématiques, mais ça a un impact puisque ça va générer aussi des pollutions. Donc on est véritablement en plus sur une situation en 2026 différente par rapport au moment de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire où on a déjà transgressé plusieurs de ces limites planétaires qui nous mettent aujourd'hui dans une position délicate. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un collapse absolu demain, ça veut dire qu'en termes de résilience des écosystèmes, d'un climat que l'on peut prévoir et du coup préparer une sécurité alimentaire, sur une pluviométrie aussi régulière, tout ça, aujourd'hui, le risque, il est de voir s'échapper tout ça. Et c'est vrai que continuer à se taper dessus alors qu'on a besoin de coopérer pour préserver notre environnement, c'est un peu pénible. Merci beaucoup, Anne Sénéquier, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau du Média. Je rappelle, vous êtes chercheuse à l'IRIS et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale. Merci beaucoup. Merci.